Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions. Monsieur Tibou Camara, nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée. Il y avait environ combien d'hommes là-bas? Monsieur le procureur, je pense que c'est une colle. J'ai suivi un peu les débats ici, même ceux qui étaient chargés de la sécurité, dont c'est le métier, et qui étaient dans l'action, n'ont pas pu répondre à cette question. Alors je pense qu'elle n'est pas destinée aux profanes que je suis. Oui, mais puisque vous étiez à la présidence constamment. Avec le président, être avec le président. Est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle? Être avec le président, ce n'est pas être toujours à la présidence. Et ensuite, vous savez, les effectifs, les questions de sécurité relèvent de questions d'un autre ordre qui ne pourrait pas être connu de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas su, il y avait environ combien d'hommes? C'est impossible que je le sache, même si je le voulais. D'accord. À la station de l'Abbé, qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du président Dadis? Non, je n'ai pas suivi la scène parce qu'on était scindés en deux groupes. Moi, j'étais avec le second groupe, un peu plus haut, autour du général Sekouba Konaté, et il y avait d'autres, un peu plus loin, autour du capitaine Moussa Dadis Camara. D'accord. Je reviens sur une question posée par mon collègue. Vous étiez rentré à Conakry, à quelle heure précisément? La nuit, c'est sûr. À quelle heure? Non, c'était un peu tard. Parce que il était 0 heure. Quand le président Dadis m'a appelé, j'ai dit que ça doit être vraisemblablement après minuit. Et c'est après que je sois rentré, il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans la soirée. Et c'est sûr que ça va à minuit, parce que c'est après minuit que j'ai répondu à son appel. Donc c'est un peu avant, si on veut situer dans le temps. D'accord. Et ce meeting-là, comment vous avez appris l'organisation? Comment vous avez appris que ce meeting-là allait avoir lieu? Monsieur le procureur, hier, comme aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est projetée, venant, que ce soit des acteurs politiques ou ceux de la société civile, longtemps avant la tenue effective et la date de la manifestation, il y a une large publicité qui en est faite, et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite. Oui, je veux savoir à quel moment précis vous, M. Tibou, avez été informé. Bon, je ne saurais pas dire le moment, mais lorsque le mot d'ordre a été lancé, et que... C'était une semaine avant, 2 semaines avant, 10 jours, à peu près? En tout cas, c'est un peu avant quand même. Un peu avant? Un peu avant. Un peu avant la manifestation. D'accord. Est-ce que vous aviez remarqué la présence répétée des leaders religieux au niveau de la présidence et pour rencontrer le président Dadis afin d'éviter tout ce qui est arrivé? Est-ce qu'il venait là souvent et il n'avait pas la chance de le rencontrer? Monsieur le procureur, je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait à cette époque, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de religieux, d'hommes politiques, se sont succédés et relayés autour du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus de la société civile, de la société politique ou de la notabilité religieuse. C'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en permanence au camp Al-Faya. J'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp qui était le siège de la présidence. D'accord. À la veille de ces événements, est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas? Non. D'accord. Et
Juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence, ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique? Comme je disais, avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit, et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème, il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle liée. Par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence? Non, est-ce pas que du des tout. dispositions n'étaient pas en train d'être prises? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidia. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président Dadis parlait avec le président Sidia? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté d'eux lorsque vous appeliez le président Sidia? Je crois que, si je me souviens, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes de sa protection personnelle, parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne désemplissait pas, et parfois même, il avait du mal à se faire une place. Les 3 personnes-là, vous vous rappelez de leur nom? Non, c'était ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue, mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Le colonel Tchekro était présent? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait Au 3 moment ou 4 personnes. au moment où vous appeliez le président Sidia, il n'était pas présent? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de 5 ou 10 minutes avec le Oui, président Dadis. j'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appeliez le président Sidia, vous n'avez pas remarqué sa présence? La présence du colonel Tchekbourou, sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi les noms des 3 personnes qui étaient là? Non, je dis à peu près 3 à 4 personnes. Je ne saurais dire avec... Vous ne connaissez exactitude. personne? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces 3 à 4 personnes-là, vous ne les connaissez pas? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président Dadis, est-ce que cette maison avait une issue de secours? Non, 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 je n'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison. Et le plus souvent, assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attardais pas beaucoup. C'était le temps de le rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment? Ça sont Vous des avez questions. entendu parler le régiment? Le Oui. régiment, vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler du régiment, Qui comme la était, garde présidentielle. qui était le commandant? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé? Les questions militaires et de sécurité, monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un péril de s'y intéresser. Parce que on va vous poser la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien La sûr. division du travail, comme Oui. avec la justice. Nous sommes des profanes Non, non, la division du dans travail cette là-bas aussi. matière-là. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui, oui. Voilà. Est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba? Je les voyais ensemble, sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration. Mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui. Est-ce que Marcel, on l'appelait adjoint de Toumba? C'est ce qui transparaît en les voyant. Mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégorique, puisque je n'ai pas vu d'acte de nomination et on n'en a pas non plus parlé. Mais dans les faits, c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente. D'accord. Est-ce que le président Dadis écoutait souvent vos conseils?
Le président Dadis, je vais vous raconter une anecdote, parce que votre question a réveillé un souvenir à moi. Je me rappelle qu'une fois, une des rares fois d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir un entretien en tête-à-tête avec lui, nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif. À l'issue de la discussion, le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il en était intimement et fortement convaincu. Et moi, personnellement, j'en étais heureux. Mais peu de temps après, je ne lui ai pas dit, et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres, parce que dans la cour, des officiers m'avaient interpellé pour me dire « Mais tiens, c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes, qu'on prenne nos places en parlant de gouvernement d'union nationale ?» J'ai dit non, moi je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places. J'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif. Mais ce n'est pas au détriment de vos places, c'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres. Je n'ai plus parlé de gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait. Donc, à partir de l'interpellation qui avait été faite à moi-même, j'ai compris que par la suite, il a dû y avoir des pesanteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser l'idée. Et je termine sur ce point pour dire, il peut écouter mon avis. C'est pourquoi, dans mon introduction liminaire, j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes. Vous savez, un chef de l'État, il est au milieu de beaucoup de courants, d'intérêts, d'opinions, d'influences. Il y a des jours où vous êtes entendu, il y a d'autres fois où vous n'êtes pas compris. Parce que comme on le dit, vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille. Il entend beaucoup de sons de cloches différents, à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourrait être proche de votre avis, de votre sensibilité, de votre préférence, tout comme ça peut en être complètement éloigné. Donc on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle. Donc, vous avez compris qu'il y avait réellement des pesanteurs qui pesaient sur lui. C'est dans la nature du pouvoir, monsieur le procureur. Vous savez, il y a François Hollande qui a écrit un très beau livre, Les leçons du pouvoir, où il explique un peu la relation qui existe entre un chef de l'État et ses conseillers. Dans ce livre, je vous le résume, il dit que chaque fois qu'il doit prendre une décision importante, il fait appel à l'ensemble de ses collaborateurs. Il donne la parole à chacun pour donner son avis, faire une suggestion. Et qu'après le tour de table, chacun des collaborateurs s'attend à ce que ce soit son point de vue, sa suggestion, que le président retienne en fin de compte pour prendre sa décision. Il dit qu'il est amusé de voir un peu chez ses collaborateurs cette attente, cette langueur de voir dans quel sens, dans quelle direction pourrait aller la décision. Mais qu'en fin de compte, lui, le président de la République, prend la décision et toutes les décisions qu'il a eu à prendre en tant que chef de l'État l'engagent personnellement parce qu'il est le dernier, en dernier ressort, à décider de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. D'accord. On ne va pas insister outre mesure. Et vous avez démissionné le 2 novembre 2009. N'est-ce pas? On peut savoir les raisons. Pourquoi vous avez démissionné? Je les ai expliquées amplement dans ma lettre de démission, mais je vais vous les résumer. Monsieur le procureur, après un événement aussi dramatique
le chef de l'État, vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance, de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même, il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements. Ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Deuxièmement, je vous ai expliqué de tendances dans un régime. Il y a ceux qui veulent la paix, qui prônent l'apaisement et recherchent le compromis. Cette ligne peut triompher, comme la ligne de la fermeté, sans savoir forcément qui en est le détenteur, peut également s'imposer. Après les événements du 28 septembre, j'ai senti personnellement, parce que nous avons mené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir de la conduite de la transition ou non, mais tant que c'est dans le cadre du débat interne, il n'y a pas d'inimité particulière, ni de débordement excessif, ça peut se gérer. Mais lorsque vous avez le sentiment, investi d'un mandat, d'une petite portion d'autorité, que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience? Si vous êtes un homme conséquent, qui a des scrupules, c'est d'être cohérent avec vous-même. Est-ce que vous avez senti dans le comportement du président Dadis, il exerçait réellement son pouvoir de contrôle ou il avait effectivement la maîtrise de la situation? Le président Dadis était dans un grand démocratisme parce que, comme je vous l'ai dit, son bureau ne désemplissait jamais. Je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision. D'ailleurs, même parfois, c'était difficile de prendre une décision parce que non seulement il voulait écouter tout le monde, mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue, de tous les courants, de manière à ne vexer personne et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre. On peut appeler ça du compromis, comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de la décidophobie. Vous répondez en grand philosophe aux différentes questions que vous ont posées, M. Thibault. Vous n'êtes pas très direct dans vos réponses, je vais dire. Et nous aimons des réponses assez directes. Je vous ai dit, est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti dans son comportement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation ou la maîtrise de la situation? Est-ce que vous avez senti cela? Monsieur le procureur, je crois avoir répondu en amont à cette question. Si vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que... Mais de façon précise. Je vous ai dit que juste après les événements, je l'ai trouvé dans le couloir, les mains sur la tête. Et quand il m'a vu, non, il a relevé la tête. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai très bien compris la question. Laissez-le finir, monsieur le procureur. Allez-y. Il a relevé la tête pour dire, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? Vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question, il contrôle la situation? Ou il est maître de tout? Merci, c'est répondu. Le président Dadis, lors de son passage ici, a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui. Un complot ourdi par le général Sekouba Konaté, le professeur Alpha Condé et leur exécutant Toumba. Vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités, est-ce que vous pouvez croire en de tels propos? Vous me permettrez, monsieur le procureur, de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif. Et j'ai fait le serment de dire, les choses avec précision, avec exactitude et certitude. Mais là, on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu, si vous permettez. Merci beaucoup.
Que savez-vous de la présence des recrues de Kalia au Rien sein du du tout. camp Alpha Yaya? Rien du tout, monsieur le procureur. Aussi, colonel Pivi avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans l'enceinte du camp pendant des jours. Tout ce qui relève des questions militaires, d'ordre sécuritaire, je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien. D'accord. Et y avait-il des conteneurs qui servaient de lieu d'incarcération au niveau des différents services qui menaient des enquêtes, notamment chez le colonel Tchebro, chez le colonel Issa et chez Pivi? C'est dans le même registre, monsieur le procureur. Vous n'avez pas vu de conteneurs dans l'enceinte du camp? Non, 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 pas du tout. Franchement, non. D'accord. Pour vous, la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'instruction? Je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela, monsieur le procureur. D'accord. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous ne savez rien aussi des charniers? Vous n'avez pas entendu parler? En dehors de ce qui en a été dit dans la presse, non. D'accord. Est-ce que, avant votre démission, le président Dadis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent? Le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les présumés auteurs et responsables de ces événements, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, le bruit courait que les actes ne resteraient pas impunis. Mais comme entre-temps, j'étais parti, donc je n'ai plus suivi la suite. D'accord. Mais vous croyez au massacre du 28 septembre? Si j'y crois, je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade? J'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la Si question. vous avez compris, M. Thibou. Non, Est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question? Pour deux raisons simples. Il y a eu tellement de commentaires, tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements. Et nous-mêmes, nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacre et de bain de sang. Est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction? J'ai été moins insensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme image à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés. Moi, je pense que la douleur des familles, des victimes et de leurs familles, et les images poignantes, insoutenables que la plupart d'entre nous avons vues par la magie des médias, suffisent à emporter, pas la conviction, parce que ça, c'est du domaine de la justice, mais à nous émouvoir en tant qu'êtres humains. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade? C'est évident, sinon on n'en serait pas là. Bien. Il y a eu des cas de viol aussi. J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique. D'accord. Pour vous, qui a fait ça? Qui a fait cela? Qui pouvait faire cela? Monsieur le procureur, vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin. Peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir, pour essayer de satisfaire la curiosité du parquet, mais je suis vraiment incompétent pour cette question. Merci pour le moment, Monsieur le Président.